En Bretagne, dans le département d'Ille-et-Vilaine, l'environnement a été particulièrement modifié par l'application des nouvelles méthodes agricoles de ces 30 dernières années. Les centaines de kilomètres de talus supprimés lors du remembrement ne retiennent plus les eaux de pluie sur les bassins versants. L'eau glisse de plus en plus vite. Les fossés et les ruisseaux ont dans la même logique été busés ou recreusés pour évacuer rapidement les fortes eaux. Le drainage des zones humides, pour accroître les zones de culture, a éliminé les espaces de rétention et du même coup, éliminer les réserves d'eau estivales des rivières. Lors des fortes pluies, l'eau emporte la terre des champs et vient colmater le fond des rivières. Suite à l'accélération du système hydraulique, les niveaux d'eau des rivières sont maîtrisés à l'aide de vannes automatiques. Même si nous avons connu une pluviométrie exceptionnelle ces derniers hivers, les crues rapides et répétitives sont principalement dues à toutes ces modifications engendrées sur des bassins versants. Mais l'évolution des méthodes agricoles ne sont pas seules responsables. La multiplication des routes, des parkings et des lotissements sont des facteurs aggravants également très importants. Avec de tels bouleversements hydrauliques, comment les pêcheurs vivent-ils l'ouverture de la pêche à la truite en Ille-et-Vilaine ? En ce mois de mars, la majorité des rivières sont sorties de leur lit. À la recherche de pêcheurs, il nous a fallu remonter le ruisseau La Chaise, affluent du Meux sur le bassin de la Vilaine. C'est en amont de cette immense pièce d'eau que nous avons rejoint La Chaise, qui à cet endroit a retrouvé un niveau plus habituel. Nous avons rencontré Jérémy et Alfred. Elle est trop sale même pour eux. L'eau ne salissait pas aussi vite avant. Il y a encore une vingtaine d'années. Non, depuis le remembrement est plus vieux que ça. Hein. C'est depuis le remembrement surtout. Mais j'ai vu la rivière, même dans le Trieux où je pêchais à Guingamp, j'ai vu la rivière aussi sale que ça. Hein. Non, la sauvage, ça se bat beaucoup plus d'ailleurs. Encore que les truites, celle-là, c'est pourtant une truite qui a été mise, elle se battait bien. Hein. C'était plaisir, hein. Et celle de ce matin, je ne sais pas si c'était une sauvage ou pas, je ne pense pas, ça devait être une mémère. Ils arrivent à mettre des comment, quand les truites de reproduction commencent à se faire vieilles, alors ils emmènent de la jeune et puis ils mettent quelques grosses comme ça dedans. Mais enfin, on en prend. Il y a les rivières sur lesquelles on peut encore pêcher les truites sauvages, par ici? Oh non, par ici, non. Non, bah si, quelques ruisseaux, je dis, comme à Romillet, là, mais c'est la deuxième catégorie. Hein. Non, de la truite sauvage. Si, quand je descends dans les Côtes d'Armor, là, l'Anla, côté de l'Anla, Plumoguette, tout ça, on arrive à trouver de la sauvage. Hein. Ah ouais. Il y a quand même eu de la truite à pêcher sauvage. Et on trouvait de la truite aussi dans La Chaise. Oui. Il y a La Chaise, il y a dans le Garin. Mais dans le Garin, ils en mettent beaucoup. Beaucoup. Et encore, elles sont même pas, les trois quarts du temps, elles sont même pas mangeables. Et c'est une maladie, hein, qu'elles ont. Quand tu vois des points blancs dans les ouïes, il ne faut pas les manger. Hein. Ah, donc et j'en ai pris dans les Côtes d'Armor comme ça, moi. Ah ouais. À Plumoguette. Allez, vas-y pêcher, toi. C'est pas là que tu vas les prendre. Mais l'été, il y a moins d'eau, là. Je sais pas, je suis jamais venu là, mais oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'eau là-dedans. Enfin, s'ils mettent de la truite, il doit rester de la flotte quand même, parce qu'autrement, ils n'en mettent pas.
Alors que cette année, c'est pas la flotte qui a manqué. Hein. Ah, c'est bien tombé, hein. Mais elle tient pas l'eau, quoi. Ah non, c'est toujours pareil, tout fout le camp à la Vilaine, et puis on inonde donc, quoi. Parce que tout ça se retrouve dans la Vilaine. Hein, de ce côté-ci, tout au moins. Hein, parce que la chaise, là, elle se rejette dans le Meux, et le Meux se rejette dans la Vilaine, alors. Ouais, elles sont mises pour faire plaisir aux pêcheurs, le jour de l'ouverture. Voilà, c'est surtout ça. Je lui ai dit de sortir la sienne. Ouais. Oh, la mienne doit être d'élevage aussi. Celle que j'ai. Oui, celle-là est belle. On les reconnaît, ça, au bout de la queue arrondie. Hein, et aux nageoires atrophiées, là. Et pourquoi ils ont des nageoires donc, comme ça? Parce que c'est dans les bacs en ciment. Elles sont dans des bacs en ciment, donc elles se frottent. Elles se frottent, elles sont dans les bacs en ciment premièrement. Deuxièmement, elles sont nombreuses. Donc celle-là, c'était une élevage aussi. Enfin, c'est de la fario quand même. Et seulement, on voit que c'est de la truite qui a été bise. Parce qu'autrement, là, le bout de la queue, les bouts de queue ici, c'est bien pointu. Un peu moins celle du bas, mais celle-là, là, c'est carrément une pointe. Au lieu d'être arrondi comme celle-là. Donc le plaisir n'est pas le même de prendre une vraie comme ça. Quand elles se défendent. Ouais. Et à table, elles se portent bien? Les trucs d'élevage? Je sais pas, il faudra demander à ma voisine. Ah, vous ne mangez pas votre poisson? Non. Parce que vous la mangez pas parce que vous savez que c'est de l'élevage? Non, parce que je l'aime pas. Ouais, de toute façon, le poisson que je préfère, c'est celui qui broute dans les champs. Une bonne côte de bœuf, là, c'est bon. C'est celui-là mon poisson préféré, moi. Les pêcheurs sont nombreux sur cette partie du cours d'eau. Ils recherchent les truites déversées quelques jours auparavant. Nous avons remonté le cours d'eau, plus étroit en amont, et nous avons rencontré un pêcheur plus solitaire. Il y a beaucoup de choses dans les rivières cette année. Mis à part les poissons. Non, je pêche même assez jusqu'à mai-juin, jusqu'à fin juin même. Et même quelquefois, quand il y a de l'eau à venir, même en septembre, je reviens à la pêche ici. Vous en faites comme ça? Ça arrive, oui. Ouais, ça arrive. Il en reste. Des truites qui ont été mises, adultes, et qui sont restées jusqu'à la fin de la saison? Des truites qui ont été mises, je pense qu'il y a des truites qui arrivent à se reproduire ici. Pas sauvages, mais des truites qui ont été mises et qui tiennent dans leur ruisseau. Donc vous pensez que les truites qui sont mises à l'ouverture, les truites de pisciculture, qui sont déversées, se maintiennent assez longtemps dans la saison, dans la rivière? Dans celle-ci, oui. C'est un des seuls endroits, je pense, où on peut prendre des truites assez loin dans la saison. Parce qu'elles arrivent à se cacher sous les souches. Et vous pensez que c'est une rivière quand même où il reste une chance de pêcher des truites sauvages? Je pense que ça pourrait être possible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? De mettre que de la prairie le long des ruisseaux. Des zones pour préserver les ruisseaux, il y a des pays où ça se fait. En Suisse, ils font ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et au niveau du poisson, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Continuer à en mettre? Non, il ne faudrait pas en mettre ici. Il faudrait essayer se servir des ruisseaux pour faire une expérience, quoi. Voir si la truite sauvage peut revenir ici. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça, qu'elles peuvent se reproduire? Parce que le ruisseau s'y prête. Elles peuvent s'abriter. Une truite, ça se met dans des trous de... Il y a des endroits où la rivière est presque souterraine. Donc il y a certainement des poissons qui arrivent à s'abriter et à survivre.
Plus en amont, la Chaise est plus sauvage et plus oxygénée, là où les truites ont le plus de chances de s'y trouver. Étrangement, nous n'y avons croisé aucun pêcheur. Alors une question, les rivières d'Ille-et-Vilaine, malgré les perturbations qu'elles subissent, sont-elles des rivières à truites? Nous avons demandé à Alix Niwarn, ingénieur au Conseil supérieur de la pêche, de nous éclaircir à ce sujet. Le département d'Ille-et-Vilaine n'est pas naturellement un département à truites. Le département d'Ille-et-Vilaine est essentiellement occupé par le bassin versant de la Vilaine, qui est un très grand bassin versant, le plus important de Bretagne de loin. Ce bassin versant de la Vilaine est un bassin sédimentaire, à faible pente, et naturellement le potentiel piscicole de ce type de milieu est plutôt un potentiel cyprinicole avec des espèces telles que le gardon ou le brochet plutôt que des espèces à truites. Par contre, une petite partie du département, dans le nord-est, qui est potentiellement un bassin plutôt à truites, c'est l'ensemble des cours d'eau qui coulent sur l'ancien socle granitique du bassin de Fougères. Donc, en particulier le bassin du Couesnon et quelques cours d'eau côtiers. Sur le bassin du Couesnon, c'est dans le secteur de Plaine Fougère que nous avons découvert des rivières qui, malgré les fortes pluies, ne débordaient que très peu. Et quand ils sortent de leur lit, comme ici le Chênelet, les ruisseaux s'étalent sur les prairies, l'eau à peine teintée. Eh François, une sauvage. Très caractéristique ça. C'est les souches autochtones ça, avec le petit liseré blanc sur les nageoires de la souche qui est de la région. Hein. Bon, on va la remettre à l'eau, sans ça elle va sauter. Et voilà. En espérant qu'elle grossisse et puis qu'elle nous fasse beaucoup de petites truites. Hein. On prend des grosses quand même? Oui, il y a de très belles. Il a été fait là depuis l'ouverture des truites qui faisaient dans les 35-40 cm. La plus belle que, à ma connaissance, 42 cm. Donc des géniteurs hein, qui sont encore maigres parce qu'elles ont frayé il y a 2 mois là, un mois et demi. Et elles n'ont encore pas eu le temps de se refaire. Mais enfin avec les conditions atmosphériques qu'on a cette année. Beaucoup de débit, pas de problème. Hein. Elles ont de la nourriture, c'est pour ça. Là, nous sommes 4 à pêcher, 2 touches, dont une, c'est qu'elles sont gavées. Quoi. Ici, les pêcheurs pratiquent sur des rivières d'exception. On a eu pas mal de pluie, c'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui lundi, dimanche et début d'après-midi de dimanche, on a eu pas mal de pluie, qui a fait gonfler les ruisseaux alors énormément. Quoi. Et ça déborde légèrement sur les prairies. D'ici une journée ou ça, elle va retrouver son lit et puis ce sera formidable. Quoi. C'est ce qui fait qu'elle reste claire, c'est que justement elle est bordée de prairies qui filtrent un petit peu ces eaux boueuses et puis qu'étant filtrée, elle regagne la rivière un peu plus propre, quoi, déchargée de ses sédiments. Quoi. Des rivières en parfait état, une population de truites sauvages en bonne santé. Pourtant, ici aussi, des truites sont introduites dans les rivières par l'association de pêche locale. Il y en a, oui, il y avait de la truite, bien de la truite sauvage, et puis il est arrivé un moment où il n'y avait plus assez de truites, et puis ils ont albiné un peu, quoi, pour donner un peu de... Mais on a toujours un peu de truite sauvage, et puis la truite sauvage est plus difficile à pêcher que celle d'albinage, alors si bien qu'il y a des endroits qui sont très difficiles à pêcher, et c'est là qu'on les trouve. Quoi. Mais comment on s'est aperçu que le nombre de truites baissait avant de faire les albinages? On s'est aperçu par... il y a eu un moment où c'était pêché, ça a commencé à être plus pêché, et puis ça a augmenté, oui, par rapport à il y a
quelques années, il y a assez longtemps, parce qu'il y avait certainement moins de pêcheurs de truites. C'était des pêcheurs de truites sauvages, pas des pêcheurs de truites maintenant comme on pêche avec des alvinages, quoi. Mais bon, c'est sûr qu'il faut bien un peu de truites pour faire des pêcheurs. Elle se reproduit, mais bon, c'est en petite quantité, très petite quantité. D'où la nécessité d'alviner? Oui, oui. Pour le pêcheur, il faut alviner, sinon il n'y aura plus de pêcheurs, on va devenir goûter de la pêche. Mais là, on faisait du saumon, là, comme je sais faire, on va dire sur certains bassins un peu protégés ou qui n'ont pas subi l'évolution générale des milieux, il existe encore des populations naturelles de truites. Autrement dit, populations naturelles, c'est des populations qui s'auto-reproduisent. On pourrait employer un mot bien courant maintenant, ce sont des populations durables, elles s'auto-entretiennent, elles s'autosuffisent. Et il existe encore certains cours d'eau, petits affluents du Couesnon en particulier, où ce type de population existe. Mais on est un petit peu dans le domaine de l'exception, plutôt que dans le domaine du cas général, tout à fait. Le problème de la gestion, on va dire, piscicole, entre guillemets, il y a deux choses. Il y a d'un côté la gestion des milieux, c'est-à-dire la gestion des cours d'eau qui sont habités par des poissons, et il y a de l'autre côté la gestion de la pêche, qui est la gestion du loisir, qui utilise les milieux et les poissons. Ce sont deux choses différentes, et je pense qu'il faut raisonner un petit peu de cette façon-là. La gestion des milieux a un objectif très clair, c'est un objectif de la société, qui est un objectif de protéger, de restaurer l'environnement. C'est ce qu'on pourrait appeler la gestion patrimoniale des milieux. La gestion patrimoniale, c'est une chose importante à développer. Pour la pêche par elle-même, moi je pense que l'alvinage est plutôt dangereux pour le poisson sauvage, c'est-à-dire ça dérange quand même quand on apporte une certaine quantité dans nos ruisseaux. S'il y a 2-3 bêtes sauvages dans le secteur, ça les dérange quand même, hein. C'est pas favorable tellement pour le milieu aquatique. Dans ce type de cours d'eau, il y a un respect du fonctionnement des populations naturelles, et ce respect du bon fonctionnement des populations naturelles veut qu'on évite d'y introduire une perturbation. Et il est clair que le repeuplement, sous quelque forme que ce soit, de juvéniles, d'adultes, de poissons prêts à pêcher, ce repeuplement est une perturbation. Donc, dans un contexte de gestion patrimoniale, le repeuplement est à éviter. Avec la fario, il y a un risque génétique. Il y a un risque génétique, alors... Quand on fait des réflexions de ce type-là, quelquefois on est amené à prendre des contre-pieds un peu particuliers par rapport à nos partenaires pêcheurs. C'est vrai qu'il y a un risque génétique fort. Et le risque génétique, curieusement, par rapport à ce que pensent certains pêcheurs, c'est pas obligatoirement en déversant des truites prêtes à pêcher, on dit des grosses truites, que le risque fario, le risque de pollution génétique est le plus fort. Par contre, techniquement, il y a des choses qu'on sait faire, c'est le déversement à partir de juvéniles de truites. Et c'est là qu'il y a risque génétique, parce que par nature, si on les fait survivre, c'est qu'elles sont capables d'aller jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'au bout du cycle, et là de se reproduire. Donc d'introduire dans la population naturelle des gènes de poissons qui ont quelque part été élevés à un moment quelconque en pisciculture. Alors là, dans ce domaine-là, on fait confiance, moi je fais confiance à la Fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine. La société est adhérente à la fédération et on fait confiance à la fédération pour nous fournir en alevin, nous fournir en truites qui sont des truites de la région autochtone, la truite qui existe naturellement dans les ruisseaux. Je vous dis, dans ce domaine-là, nous on ne peut que faire confiance à la fédération dans ce domaine, qui a les techniciens adéquats. Pour identifier et nous fournir en truitelle. Alors, la truite surdensitaire, sur des ruisseaux comme celui-ci, peut-être abandonnée dans quelques années? C'est pas dans quelques années, c'est dès l'an prochain, nous commençons ce plan de gestion piscicole du Chênelet, où on va arrêter de mettre de la truite surdensitaire. Ça va être terminé. 2001, c'est la dernière année. Pour 2002,
le réservoir va être opérationnel et pour les gens qui veulent absolument attraper je ne veux pas dire du poisson du poisson de bassine, hein, c'est du poisson qui est d'excellente qualité aussi, mais truite arc-en-ciel en plan d'eau fermée, enfin, etc. Et les gens satisferont leur loisir pêche de cette manière-là. En tant que président de la société, il y a deux impératifs qui peuvent être contradictoires, à savoir, même si on est préoccupé par la conservation du patrimoine truite autochtone, etc., on est aussi forcé de s'occuper aussi de ces gens qui ont envie de pêcher, de prendre du poisson, etc. Ce sont des gens qu'on ne peut pas laisser sur le bord du chemin et les abandonner comme ça. Eux aussi ont le droit d'avoir ce loisir. Bon, il a fallu faire peut-être un effort pédagogique, leur expliquer le pourquoi de la chose, ce qu'on allait mettre à leur disposition en compensation, etc. Et on a eu un vote à l'unanimité et aucune question mettant en doute ou en cause le projet. Mesurer les risques, arrêter les déversements si nécessaire, une gestion nouvelle grâce à l'application des plans de gestion. Les plans de gestion sont une obligation réglementaire qui a été définie par le Code rural. Le Code rural qui a dans ses textes quelque chose qui s'appelle la loi pêche, pour employer des mots un peu plus simples, a donné comme obligation aux exploitants d'un droit de pêche, et les exploitants de droit de pêche, d'une manière assez générale, au moins dans l'ouest de la France, ce sont des associations. Donc ces exploitants de droit de pêche sont tenus de présenter des plans de gestion. Dans l'esprit des plans de gestion, il s'agit d'établir des programmes d'action dans lesquels s'engagent les associations. Et les mots ont leur importance. C'est vrai qu'il s'agit d'un engagement pour une durée, on va dire, relativement limitée, puisqu'on peut se fixer sur des échéanciers de 5 ans, relativement classiques. Les plans quinquennaux, c'est quelque chose qui est très très appliqué. Et les associations pourraient ainsi programmer leurs actions à échelle de 5 ans. Deux choses. On a une qualité des eaux qui est excellente, hein, avec des zones tampons de chaque côté de la rivière, c'est-à-dire que les nitrates sont pris par la végétation même s'ils viennent dans l'amont. Et puis un substrat, une granulométrie au niveau de la rivière qui est excellente et qui permet des frayères et une reproduction optimale. Enfin, c'est des zones à frayères extraordinaires, quoi, hein. La truite se reproduit. Et puis, d'année en année, il est constaté tous les ans que y a des frayères. Quand les eaux sont un peu plus basses au moment du frais de la truite, on constate qu'il y a des niches, hein, des frayères, et il y a de la truite qui est en train de se reproduire dans cette rivière-là. Quand on a la chance d'avoir un biotope, un environnement, une qualité des eaux, une granulométrie, enfin quand on a les facteurs nécessaires à la reproduction naturelle du poisson, qu'est-ce qu'on va les faire? On ne va pas les troubler ou polluer d'une certaine manière le ruisseau. On va le laisser s'auto-gérer. Après plus de 30 ans de gestion basée sur le repeuplement artificiel, un véritable coup de frein devrait être donné sur les cours d'eau en bon état. Mais pour les autres rivières, celles qui n'ont jamais connu de population de truites et qui ont subi de graves perturbations, quelle gestion est à envisager? Les cours d'eau qui ont subi des travaux d'aménagement plus ou moins lourds, directement par recalibrage, curage, mais indirectement aussi par modification des pratiques agricoles sur le bassin versant, sont des cours d'eau pour lesquels il va falloir engager des programmes importants. C'est-à-dire que le problème n'est pas mince. Si on pouvait comparer ça à la pollution accidentelle, par exemple, un déversement issu d'une usine brutale qui se produit à un moment donné, ce déversement brutal, le jour où on l'arrête, on a restauré. On a fermé le robinet, la rivière retrouve sa qualité. Des dégradations lourdes de l'habitat, des bassins versants, c'est un problème autrement plus compliqué, puisqu'il faut toucher le territoire à des échelles importantes. Et c'est bien là qu'actuellement on se place.
on se place dans un domaine de gestion qui est la gestion du territoire. On dit l'intégration de mesures environnementales dans des programmes d'aménagement du territoire et les collectivités territoriales actuellement s'engagent de plus en plus dans ce domaine-là. Si demain, la rivière La Chaise, classée en 2e catégorie, retrouvait, après de grands travaux de restauration, sa qualité naturelle, elle produirait en grande quantité des poissons tels que le chevenne et la perche. La gestion patrimoniale consisterait alors pour les pêcheurs à rechercher simplement ces espèces, et plus aucun poisson y serait déversé. Mais les pêcheurs y sont-ils prêts? Une petite perche. Il y en a beaucoup par ici? Il y en a quelques-unes, oui. Et c'est bon à manger? La perche est excellente. La truite, c'est ce qu'il y a de meilleur en eau douce. Il y a peut-être assez de perches pour tout le monde? Il pourrait y en avoir des perches. Il y en a? Ouais. Ouais. En plus, c'est pas la première que je prends. Pas la première, donc vous en prenez assez souvent des perches. Ouais. C'est un poisson de la rivière, là, naturel, Ah oui, souvent. qui se reproduit, un vrai. Ouais. Bah oui. À choisir entre la pêche de lâcher de truite ou de vrais poissons comme la perche, qu'est-ce que vous choisissez? Ce qui serait très intéressant, ce serait d'avoir des vraies truites. Mais pêcher de vraies truites, comme sur la rivière le Chênelet, sur des rivières comme la Chaise, est une utopie. L'élevage et le déversement de truites, au cours de ces 30 dernières années, ont engendré, auprès des pêcheurs, une culture piscicole décalée des réalités naturelles. Pour de nombreux pêcheurs, le déversement de truites est une mesure compensatoire face aux dégradations des rivières. Pourtant, la majorité de ces cours d'eau n'ont jamais été des rivières à truites.